Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la conférence de presse du président du Sénat, Gérard Larcher. Il doit annoncer le nom du nouveau PDG de Public Sénat. Tout de suite donc, direction les salons de la présidence. On écoute Gérard Larcher. Ça fait échapper qu'il y avait un texte qui s'appelait Hôpital Patient Santé Territoire, sur lequel, j'allais dire, on va ne plus se poser la question à quoi sert le Sénat. Je crois qu'on aura des réponses très concrètes et très directes. Et naturellement, d'Yvan Renard, le président haï, mais il y a des généraux à qui ça a réussi, Monsieur Renard, d'être à titre intérimaire, de Public Sénat. Je voudrais d'abord, en reprenant l'ordre du jour du bureau de ce matin, vous dire que nous avons décidé, sous la présidence du vice-président Jean-Léonce Dupont, avec le soutien des secrétaires, Madame de Messine, Madame Desmontes et j'en ai oublié un qui est dans un exercice, mais je vous retrouverai le nom. Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail sur les groupes d'intérêt. Je l'avais évoqué la fois dernière. Nous avons décidé donc de réguler l'ensemble des groupes d'intérêt qui, certes, ont leur place dans une assemblée comme la nôtre. Je veux parler là des représentants des entreprises, des représentants des organisations socio-professionnelles, des groupes d'intérêt de nature les plus diverses, mais il nous a paru indispensable de réguler leur présence et donc de faire un certain nombre de propositions avec l'objectif à la fois que nous soyons informés de l'environnement économique, social, sociétal, mais en même temps que ceci se fasse dans des conditions de transparence. Et donc, d'ici le mois d'octobre, le bureau aura à connaître de propositions très concrètes pour réguler la place et le rôle des groupes d'intérêt dans un Parlement. Nous nous inspirons sans aucun doute d'un certain nombre d'expériences qui existent dans les pays d'Europe du Nord pour faire ces propositions. Jean-Paul Virapoulet complétera donc ce groupe de travail qui sera aussi placé sous la responsabilité du questeur délégué aux côtés du vice-président Jean-Léonce Dupont sur des aspects aussi pratiques. Par exemple, nous allons réguler les droits d'accès dans ce qu'on appelle dans cette maison les couloirs. Donc, par exemple, pour préserver aussi l'indépendance des parlementaires et sans doute adopter des processus déclaratifs. C'est un point non négligeable parce que nous serons sur ce sujet sans doute en avance. En tous les cas, par rapport à la tradition française, par rapport à la tradition du Parlement européen, et que ceci rejoint tout simplement la volonté qui a été celle du bureau, du président du Sénat, que on voit les choses extrêmement clairement, tranquillement, sereinement, par rapport à la présence des groupes d'intérêt. Le vice-président Guy Fischer présentera le 27 mai prochain à l'Orangerie la liste des calendriers d'exposition. En effet, dans le cadre de la politique culturelle revisitée et en quelque sorte positionnée clairement sur les différents aspects, que ce soit les grilles, le jardin, l'orangerie, le pavillon d'Aviou. Eh bien, ce matin, nous avons arrêté une liste d'expositions pour les 18 mois qui viennent. Et donc, le président Fischer les présentera le 27 mai prochain. Avec néanmoins un temps important, ce sera l'exposition dans le cadre de l'année turque en France, qui aura lieu cet été à l'Orangerie et dont le thème sera le pont de Galata,
qui est tout un symbole, j'allais dire, à la fois sur le Bosphore et en même temps sur la francophonie et la francophilie. Et donc, la rencontre des cultures. Troisième des éléments, nous avons eu le rapport annuel à la suite du conseil d'administration de Public Sénat sur les comptes. Le commissaire aux comptes, après le président, est venu plancher devant nous, répondre aux questions des membres du bureau, et nous avons donc pris les décisions comme actionnaire unique. Le bureau se réunit alors dans une formation qui est la formation d'actionnaire unique de la SA Public Sénat, et à cette occasion, elle fait participer le président directeur général, assisté du secrétaire général de la chaîne, et pour la partie des comptes, par le commissaire aux comptes de la chaîne Public Sénat. Naturellement, ce matin, il y avait une actualité plus prégnante que la revue des comptes annuels, qui était le choix du président directeur général de Public Sénat. Je voudrais vous rappeler la procédure, mais peut-être qu'à l'occasion des questions, elles pourront naturellement être en direction de Catherine Tasca. Vous rappeler la procédure qui a été la nôtre. Nous avons donc appliqué tout simplement les statuts. Le poste président-directeur général de Public Sénat étant libre, nous avons procédé à un recrutement sur appel à candidature. Nous avons eu de nombreuses candidatures. Je ne fais nulle comparaison avec d'autres appels, mais nous avons dépassé la vingtaine de candidatures. Et dans une procédure qui a été conduite sous l'autorité de Catherine Tasca et auquel ont été associés un représentant du bureau, membre de chaque groupe, un choix a été fait. Et ce choix, il a conduit à des auditions publiques, télévisées, pour, j'allais dire, un round de finalistes qui m'a été transmis et qui donnait le choix entre Gilles Leclerc et Claude Sérillon. Le choix entre Gilles Leclerc et Claude Sérillon a été pour moi un choix entre deux hommes de qualité, de très très grande qualité, avec des personnalités assez différentes. Et comment ai-je procédé? J'ai procédé tout simplement d'abord en revoyant nos trois collègues du bureau en charge de ce dossier, Madame Tasca, Monsieur Sauger, Madame de Marescot. J'ai ensuite auditionné, visé et visualisé chacun des entretiens et des échanges qui avaient été télévisés par deux fois. Puis j'ai rencontré personnellement et seul Monsieur Leclerc et Monsieur Sérillon, et je me suis fait un choix que j'ai proposé au bureau. C'est donc Gilles Leclerc qui sera le président directeur général de Public Sénat à partir du 1er juin prochain. J'ai personnellement appelé les deux candidats à l'issue du bureau pour les informer de la décision du bureau, parce que c'était une proposition que je faisais au bureau, et le bureau a retenu cette proposition. Deux hommes de très grande qualité, deux hommes avec, j'allais dire, des qualités, j'allais dire presque complémentaires, les uns par rapport aux autres. Et je dois dire que la procédure qui a été suivie me semble être une procédure assez exemplaire. En tous les cas, je voulais en remercier Catherine Tasca et tous les membres de la commission qui l'ont accompagné, dont vous avez à voir les noms, mais que ce soit Alain Dufaux, François Fortassin, Michel de Messine, Marc Massion, Jean-Léonce Dupont, Bernard Sauger, bien sûr, Sylvie de Marescot, sous l'autorité de Catherine Tasca. Je crois qu'il y a eu un travail, il suffit que de voir. Puis je voudrais redire à Yvan Renard, parce qu'il m'a aussi éclairé, nous avons échangé ensemble, ma gratitude pour la manière dont il préside cette chaîne dans une période où l'ensemble des personnels auraient pu s'interroger, voire être déstabilisés, ce qui me permet
de remercier les personnels, journalistes, techniciens, administratifs de Public Sénat. J'étais d'ailleurs à leur rencontre il y a quelque temps, parce que ça n'est pas si évident que cela. Dans un monde qui bruisse parfois de rumeurs, eh bien, ils ont su assurer leur mission d'une chaîne parlementaire pour qui nous souhaitons une identité claire, l'indépendance, la prise en compte de ce qu'est une chaîne parlementaire avec une dimension politique et j'allais dire civique, et en même temps l'ouverture sur le média global et l'ouverture sur l'Europe et sur le monde. Et ce qui me donne l'occasion de dire que si les choses se sont si bien passées, c'est bien sûr la qualité des personnels, c'est naturellement la qualité du président et du secrétaire général, mais c'est aussi parce qu'il y avait un socle créé par Jean-Pierre Elkabbach qui permet à cette chaîne Public Sénat d'avoir affronté les changements et de les affronter sereinement, positivement, avec des objectifs de conquête, parce que c'est bien autour d'objectifs de conquête. Alors je voulais redire combien j'ai aussi apprécié d'avoir ce socle et que nous le devons bien sûr aux équipes, mais aussi à Jean-Pierre Elkabbach, qui a été le président directeur général de Public Sénat et qui a été le fondateur de Public Sénat. N'oublions pas qu'il a commencé dans un espèce d'aquarium qui méritera un jour qu'on pose une plaque, qui était à côté de l'ascenseur, pas très loin de la porte des toilettes, et c'était les débuts de Public Sénat avant la TNT. Ça me donne l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont permis à Public Sénat et à dire aux téléspectateurs de Public Sénat, qui sont déjà 17,5 millions cumulés, que notre objectif c'est beaucoup plus, encore plus, toujours plus. Et voilà ce que je voulais vous dire à l'issue de ce bureau dans lequel naturellement la dimension média et Public Sénat jouait un rôle extrêmement important. Et maintenant, l'ensemble de nos collègues répondent à vos questions. Donc 2 sujets majeurs, la mise en place de l'objectif transparence sur les groupes d'intérêt, et ce sera du concret, et naturellement la nomination de Gilles Leclerc sur des perspectives d'avenir pour la chaîne. Voilà. Alors, qui commence? Vous êtes silencieux. C'est-à-dire, je pense que vous attendez surtout le bureau de juin, non? Des questions? Pas de questions? Allez, madame, allez-y. Allez-y. Attendez, on va vous tendre un micro. Suzette Bloch de l'AFP. C'est pas tout à fait le sujet, mais je voudrais savoir si vous avez avancé sur la publicité du travail en commission. Parce que le projet de loi sur l'hôpital a commencé son travail en commission avec plus de 1500 amendements. Et je voudrais savoir si vous avez pris des mesures, si vous comptez prendre des mesures pour que la presse ait accès à ces travaux de manière régulière. Alors, je voudrais rappeler que tout ça dépend de la réforme du règlement que je déposerai demain. C'est sans doute une nouvelle. Après un dernier examen par les 2 rapporteurs, le président Hyest et M. Frima, pour que nous analysions dans la réforme du règlement aussi les décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons refait un travail, nous avons eu des échanges, et je souhaite une dernière lecture. Parce qu'à la différence de l'Assemblée nationale, à moi qui le souhaite vraiment, je n'entends pas être entendu par la Commission des lois. En effet, la manière dont nous avons élaboré notre règlement à 36, et nous sommes toujours restés ensemble, et je le redis, pas toujours à cause du gosse, mais parce que nous voulions bâtir le règlement, nous l'avons fait par convergence. Parfois, il y a eu des points divergents et ça a été décidé à la majorité. J'ai autour de moi des membres qui ont participé au travail qui a été conduit sur la réforme du règlement. Et il y a eu 2 rapporteurs, un de la majorité, le président de la commission des lois, un de l'opposition, le vice-président Bernard Frima, membre de la commission des lois. Et donc, ils ont tous les éléments. Hier, la commission a choisi le doyen Gélard comme rapporteur du règlement. Et donc, nous mettrons en place le règlement. Pourquoi je dis ça?
C'est parce que, vous le savez, nous avons gardé le même nombre de commissions. Nous proposons des transformations de 3 délégations, enfin, en tous les cas, pour 2 d'entre elles. La délégation à la planification devient la prospective. Il y a une délégation aux collectivités territoriales. Et nous avons naturellement la délégation aux droits des femmes. Et dans cette mise en place, nous souhaitons et nous avons demandé que les commissions se dotent d'un règlement intérieur, avec notamment le problème de la publicité des travaux de commission. Parce qu'on voit bien que c'est en commission que se déroulent des travaux importants. Si on prend le texte de ce matin, les propositions qui seront faites à partir de l'article 6 par le rapporteur sont des propositions majeures, sur lesquelles le Sénat avait une position depuis longtemps, parce que je rappelle que ça n'est pas hier après-midi que M. Millon s'est forgé un certain nombre de propositions. Ça fait des semaines et des semaines qu'il conduit, il y a plus de 220 auditions, des rencontres sur le terrain. Donc j'ai bien retenu cela, c'est une affaire de règlement, ce qui me permet de vous annoncer qu'a priori, demain, je déposerai devant le bureau de la Commission des lois la proposition de réforme du règlement. Nous essayons d'être, même si l'ambiance est parfois un peu différente, en parallèle avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et nous aurons un examen en séance plénière à déterminer en fonction de la Commission des lois, soit par un échange d'heures avec le gouvernement sur les semaines parlementaires. Nous avons intérêt maintenant, y compris pour la qualité de nos travaux, pour la transparence de nos travaux et pour la sûreté juridique de nos travaux, notamment vis-à-vis du Conseil constitutionnel, maintenant de nous être dotés d'un règlement dont je rappelle que nous sommes donnés 12 mois pour éventuellement le revoir, pour examiner ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà pour répondre à votre question. Madame Tasca. Si vous me permettez, Monsieur le Président, de revenir à la décision qui a été prise ce matin sur la présidence de Public Sénat, je voudrais souligner d'abord que c'est la première fois que ce choix se fait dans cette procédure, puisque le premier président de Public Sénat, Jean-Pierre Elkabbach, avait été choisi par la présidence. Je pense que ça mérite d'être souligné. Le président du Sénat, qui en fait aurait eu le pouvoir de trancher cette question dans sa solitude, a choisi d'associer les sénateurs à ce choix au sein d'une commission qui, vous l'aurez remarqué, par sa composition était tout à fait pluraliste, ce qui est important. Et si, puisqu'on évoque des parallèles, si on se souvient du fonctionnement des instances de régulation qui jusqu'au CSA ont eu à choisir par exemple les responsables des entreprises de l'audiovisuel public, on ne peut en tout cas pas leur attacher cette étiquette de commission pluraliste. Donc je pense que c'est tout en l'honneur de notre Assemblée que le choix ait pu être fait dans ces conditions. L'autre souci que nous avons eu avec mes collègues, c'était de travailler vraiment très sérieusement sur les propositions élaborées par les candidats et de se mettre totalement à l'abri de toute pression extérieure. Et là aussi, je pense que c'est à noter dans un paysage audiovisuel où, en général, ce type de nomination fait l'objet d'énormément de bruit, de rumeurs, d'interventions. Je dois dire que notre président a été parfaitement stoïque dans cette situation, mais qu'aussi tous les membres de ma commission de sélection ont su se garder dans une attitude de réserve absolue. Pourquoi ce choix de totale confidentialité, puisque nous avons procédé comme pour des appels d'offres de marché public. Ce choix avait pour objectif de donner vraiment des chances égales à chacun des candidats. Et je pense que ça méritait d'être souligné. Maintenant, dans le parcours final, je dois reconnaître que nous n'avons pas facilité la tâche
au président du Sénat, puisque nous lui avons désigné 2 candidats qui, à nos yeux, pouvaient vraiment, l'un comme l'autre, assumer parfaitement et, je dirais, la capitalisation du travail accompli par la chaîne sous l'autorité de Jean-Pierre Elkabbach, mais assurer aussi une projection vers un avenir dont nous voyons tous qu'il comporte des changements, des nouvelles donnes assez importantes. Voilà pourquoi je voulais insister sur ces aspects-là de la procédure. Je crois que c'est aussi, pour celui qui finalement est choisi, un bon départ, c'est lui assurer un bon départ au sein d'une équipe qui a largement fait ses preuves jusque-là et qui, je n'en doute pas, le soutiendra dans la nouvelle étape de notre chaîne. D'autres questions? Je voulais simplement dire que, ayant téléphoné aux 2, et je disais à Gilles Leclerc que c'était un beau challenge. Puis je reprenais simplement un des mots qu'il avait prononcé lui-même, et je lui renvoyais en quelque sorte en miroir l'enjeu, parce que naturellement, comme l'a dit Catherine Tasca, il faut se projeter sur l'avenir, il y a un socle, mais à partir de ce socle, il faut que Public Sénat puisse poursuivre. Peut-être Yvan Renard, un petit mot, puis peut-être d'autres questions. Hein. Bon, peut-être un mot comme... D'autres questions, d'abord, monsieur. Oui. Non, mais allez-y. Non, mais sur Public Sénat, toujours, bon, vous avez dit, votre souci a été de mettre à l'abri justement des pressions extérieures. Plusieurs personnalités d'assez haut niveau sont intervenues récemment, ces derniers mois, pour plaider en faveur de la fusion des 2 chaînes, Public Sénat, la chaîne parlementaire, LCPN. Vous y aviez répondu lors d'une précédente conférence de presse, pour reprendre votre expression, en disant c'est non, fermez le banc. Hein, si je me... C'est mieux que non, fermez le banc. Hein si mes souvenirs sont... Mais c'était à peu près cette idée-là, quoi. Hein donc, je suppose que cet aspect-là a été également au cœur du choix du futur président de Public Sénat, de telle sorte que je pense aussi que le président de Public Sénat va être amené à nouer, développer des coopérations, des collaborations avec LCPAN. Sur ce plan-là, quelles sont les propositions justement que vous a faites le futur président de Public Sénat? Dans le cahier des charges de candidature, vous allez dire, la question était tranchée par rapport à la question fusionnelle de l'automne, initiée d'ailleurs à l'extérieur de cette maison, et qui a eu un destin que vous avez parfaitement décrit. Naturellement, la question de la coopération entre les 2 chaînes a été un sujet abordé avec la contrepartie de l'identité, de la ligne éditoriale Public Sénat. Et notamment, en ce qui concerne les moyens techniques, certains moyens humains, il va lui revenir de nous faire des propositions. Un entretien, mais je laisserai Madame Tasca, mais vous pouvez le visionner parce que c'était retransmis en direct sur Public Sénat, mais je vais vous parler d'entretien personnel que j'ai eu. Ce sujet a été abordé de manière égale avec les 2. Non pas que je reprenais les questions, puisque j'ai souhaité que cette heure soit plutôt aussi une heure informelle. J'allais dire, c'était des personnalités que je connaissais un peu, mais pas énormément, donc occasion d'échange, et pas simplement d'examiner un cahier des charges qui avait déjà été largement examiné. Je leur ai fait savoir une position que nous avons constante, qu'il faudrait nous faire des propositions. Il y a aussi bien des questions de grille, on a un système très brutal, on a parfois des doublons, on a parfois des débats qui peuvent être les mêmes. Tous ces sujets-là, je souhaite qu'avec le président
que se donnera LCPAN, ils puissent les évoquer, que les secrétaires généraux puissent mettre sur la table, et les deux m'ont présenté des initiatives assez comparables, si je devais le dire, sur cette nature, d'une volonté d'ouvrir un chapitre des relations qui soit un chapitre, c'est logique. Les deux chaînes se sont construites, elles ont leur histoire. L'une a eu un président le même, l'autre chaîne n'a pas eu le même président, et l'un et l'autre nous ont fait des propositions d'animer ou de réanimer des structures de coordination qui ont existé. Le président Renard, mais qui vous s'exprimera dans un instant, pourra vous dire aussi qu'on a recherché, j'allais dire, les grilles les plus intelligentes et c'est autour de ça. Puis il y a les affaires de moyens financiers sur lesquels nous devons trouver un certain nombre d'optimisation de la mise en œuvre de moyens techniques ou humains. Mais, je le rappelle, on a fait un choix. On n'y revient pas. C'était dans le cahier des charges. Une ligne éditoriale, une identité pour une chaîne qui sera la chaîne du Sénat, actionnaire unique, avec des collaborations, mais il n'y aura peut-être pas que l'Assemblée nationale. D'autres collaborations dans un média global peuvent être ouvertes. Nous envisageons d'autres collaborations et ils auront aussi des propositions à faire. Mais il y a un conseil d'administration pour ça. Et c'est au conseil d'administration. Catherine Tasca, je vous dis ajouter un petit point par rapport à cela. Et puis peut-être Yvan Renard. Non, je pense que Yvan va donner son sentiment, mais c'est vrai que la question numéro 1 abordée par les deux finalistes et donc par Gilles Leclerc, c'est celle d'une grille plus fluide. Mais vous comprendrez que c'est une question qui demande un véritable dialogue avec le futur responsable de la chaîne LCP Assemblée nationale. Et là-dessus, nous préservons l'avenir. Il y aura une vraie volonté de coopération, une vraie volonté de rendez-vous, de travail régulier entre les deux équipes. Les solutions, elles, relèveront de ce dialogue entre les deux futurs responsables. Vous savez que l'Assemblée auditionne ses candidats le 4 mai et donc je crois qu'elle est décidée à, procéder à la désignation dans la foulée des auditions. Donc très rapidement, les deux responsables pourront prendre contact. Nous n'avons peut-être pas précisé jusqu'ici que Gilles Leclerc prendra ses fonctions le 1er juin. Donc voilà, mais ils pourront s'approcher dès le lendemain de la nomination du futur patron de LCP Assemblée nationale. La grille est évidemment une des questions clés de cette coopération, plus les synergies que vient d'évoquer le président. Oui, peut-être un mot quand même là-dessus, oui, puisque pour coopérer, il faut exister. Et Public Sénat est là, et bien là, quoi. Et là, elle a accent grave et pas là, LAS. Hein. Et donc, dans cet intérim, moi, je dois dire que j'ai été frappé par. Oui, Cocteau, ça sera pour la prochaine fois. Mais donc, non. J'ai été frappé par je la connaissais comme administrateur, la chaîne, mais là, j'ai fait le voyage à l'intérieur. Et je ne regrette pas le voyage, vraiment, parce que ça a été un voyage passionnant, un ballon d'oxygène, de par la jeunesse de l'équipe, entre 25 et 35 ans il y a que des jeunes gens, dont une bonne partie sont entre 25 et 35 ans, une ardeur au travail, une conscience professionnelle, et une volonté de bien faire les choses, enfin quelque chose d'assez remarquable, tonique, ne s'en laissant pas compter. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose d'encourageant. On sait très bien les inquiétudes du départ, je les ai ressenties, puisque il y avait cette crainte de la fusion-absorption, quoi, en quelque sorte. Il y avait aussi toutes les craintes on connaît les relations complexes entre médias et politique, et une chaîne politique et parlementaire en plus de ça, évidemment, est en première ligne. Et de ce point de vue-là, mais tout ça fonctionne avec une espèce de force tranquille des deux côtés. La volonté du président du Sénat, du bureau du Sénat, de pas interférer dans la direction des choses. Et puis une chaîne qui est consciente de ses devoirs par rapport à ce qu'est
la représentation nationale, etc. Et donc c'était quelque chose, avec des choses à gérer, pas toujours simple au jour le jour. Alors je dois dire que c'est une véritable entreprise maintenant cette chaîne, puisque j'ai inauguré toute une série de pratiques, puisqu'il y a maintenant un syndicat, des délégués syndicaux, un comité d'entreprise, un comité hygiène et sécurité, enfin etc. Et donc c'est du boulot, et quand je passerai les clés, puisque je continue jusqu'au 1er juin du coup là, et donc ben oui, parce qu'il y a Gilles Leclerc a des obligations contractuelles qu'il doit respecter, donc je continue. Donc voilà, et donc quand je lui donnerai les clés, que le président lui donnera aussi les clés, je lui dirais vraiment que cette belle maison mérite d'être bien entretenue, quoi, et d'être respectée comme la prunelle de nos yeux à tous. Les yeux d'Elsa, oui. Oui. Mais vous concernant, je pensais que c'était mieux. Non, parce que c'est quand j'avais cité Aragon, c'est pour ça, parce que je disais, il faut aller vite quelquefois pour un certain nombre de choses, parce que le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, quoi, comme disent notre pays. Et donc voilà. Donc non, mais cela dit, c'est d'ailleurs, je crois qu'un jour, il faudra faire une journée porte ouverte sur la chaîne, parce que vous-même, Monsieur le Président, avez visité la chaîne, d'avoir discuté avec les personnes qui travaillent, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient, enfin, des photographes, toutes les disciplines qui sont représentées dans une chaîne parlementaire, c'est chapeau la chaîne, quoi. C'est quelque chose. Mais alors c'est un combat permanent, quoi. Et donc ces tensions ont été surmontées. Il y a le secrétaire général du Sénat qui est venu faire une conférence à tous les personnels sur justement la nouvelle organisation du travail du Sénat, parce que ça a des conséquences sur la chaîne, y compris une capacité d'anticipation qui va être publicité. La publicité en commission, enfin toutes ces... Non mais tout à fait, c'est des choses c'est une préoccupation des journalistes de la chaîne de pouvoir faire aussi ce travail, et que ce travail soit vivant, enrichissant, etc., quoi. Parce qu'il faut savoir que quand même le travail de la chaîne, ça n'est seulement qu'un quart, un tiers d'hémicycle. Le reste, ce sont des débats en liaison avec la société telle qu'elle est, sur la bioéthique, ça va venir, enfin, etc. Et les reportages, du direct, enfin, des choses passionnantes, quoi. Et passionnées. Je crois qu'un jour, d'ailleurs, quand il y aura un concours du reportage, je crois que un certain nombre des journalistes de la chaîne auront des récompenses dans les festivals internationaux, parce qu'il y a des reportages remarquables. Je pense à un reportage en particulier sur la Palestine, sur quelque chose de remarquable. Mais il y a aussi des émissions culturelles, sur la bande dessinée, quand même, qui est une originalité de la chaîne. Bibliothèque Médicis qui continue, l'actualité du livre, dans tous les sens du terme, enfin, etc. Mais je veux dire, parce que je rejoins tout à fait ce que disait le président, quoi. C'est vrai que si la chaîne est solide, c'est parce qu'elle a eu un sacré père, quoi. Bon, on connaît tous Jean-Pierre Elkabbach, un fin politique, mais un grand professionnel, un grand artiste aussi, hein, dans tous les sens du terme, mais aussi quelque chose qui n'est pas toujours visible à l'œil nu, un grand pédagogue. Et quand même, il a réussi à former des jeunes gens de façon remarquable. Et là, je parle de formation continue, pas au sens scolaire du terme, mais c'est quelque chose, quoi. Et faudra un jour que les intervieweurs soient interviewés, parce qu'ils auraient beaucoup de choses à raconter. Et les administrateurs aussi soient interviewés, parce que c'est vrai que c'est voilà. Et donc, je vous invite à faire le voyage dans le détail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur même des sujets autres? Peut-être Bernard Sauger pour conclure. Bernard. Oh, alors quelques instants simplement, mais vous savez qu'ici on est en France sous le régime du bicamérisme. Donc, et que c'est un bon principe, puisqu'il y a déjà 85 pays au monde qui ont pris le bicamérisme. Et qu'il y en a encore quelques-uns, récemment d'ailleurs, les Grecs par exemple, qui sont venus nous voir pour savoir comment ça fonctionnait. Simplement, il ne pouvait pas y avoir de fusion-absorption, encore moins d'absorption, mais de fusion, c'était pas possible. Bon. Et compte tenu du coût de diffusion d'un fuseau, c'est pratiquement aussi impossible d'avoir chacun son fuseau entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est très cher, très très cher. Et on y met déjà pas mal d'argent quand même. Bon. Donc, ce qu'il fallait, c'était la collaboration. Et la collaboration, nos deux présidents de chaîne, celui qui vient d'être nommé et celui qui va l'être à l'Assemblée nationale, vont s'y employer pour une collaboration, c'est le mot qu'il faut, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien, pas d'autres questions. Merci à tous. Et puis à bientôt.
Demain, si vous voulez bien. Vous venez de suivre la conférence de presse de Gérard Larcher. C'est donc Gilles Leclerc qui succède à Jean-Pierre Elkabbach à la présidence de Public Sénat. À suivre sur notre antenne un tout autre sujet avec l'audition de François Peyrol par la Commission des finances du Sénat dans le cadre du suivi de la crise financière internationale. Bonne audition à tous.